bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Salut, c'est Cédric du montage. Je voulais te prévenir que cet épisode peut contenir des éléments de faits de violence et ou de moments de vie très douloureux qui peuvent remuer. Surtout, si tu ne te sens pas dans de bonnes conditions pour l'écouter, n'hésite pas à différer ou annuler ton écoute et on se retrouvera bien sur un autre épisode. Si c'est ok pour toi, je te souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase qu'on a tous et toutes, ou presque, déjà entendue. Une claque n'a jamais tué personne. Elle semble anodine, presque même pleine de bon sens pour certaines personnes, mais derrière ces mots se cachent des générations entières d'enfants blessés, d'adultes qui ont grandi avec la peur ou la honte, et de parents qui répètent, souvent malgré eux, ce qu'ils ont subi. Pour en parler, j'ai la chance d'être accompagné de Daniela Martins, créatrice de contenu, mère de 3 enfants, et aussi autrice, notamment du livre « Une claque n'a jamais tué personne ». Elle y raconte son propre rapport à la violence, connu enfant, les tabous qui l'entourent et la manière dont on peut, comme parents, déconstruire tout ça sans s'effondrer. À ses côtés, Brigitte Auriol, psychothérapeute, proche collaboratrice d'Ali Miller pendant 12 ans et autrice de « Après tout ce qu'on a fait pour toi », un livre majeur sur la loyauté envers les parents et la réparation des blessures d'enfance. Vous pouvez aussi la retrouver dans l'épisode 120 de ce podcast. Ensemble, on va explorer ce qui se cache derrière les gifles, les cris, les phrases qui font mal. On va parler de mémoire, de honte, de courage et d'amour, celui qu'on voudrait transmettre autrement à nos enfants. Cet épisode parle de violence physique et psychologique. Si certains passages résonnent trop fort, tu fais une pause, tu respires, tu reviens plus tard. N'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. On se retrouve aussi dans ton appli de podcast préféré où tu peux mettre des étoiles et commenter partout où c'est possible. Et si tu veux réagir à l'épisode, tu peux directement le faire en audio depuis ton téléphone sur SpeakPipe, le lien est en description. Bienvenue dans Papatriarcat. Merci Brigitte, merci Daniela, je suis ravi de vous recevoir. Daniela, ton livre il commence avec cette phrase et c'est son titre. Une claque n'a jamais tué personne. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi aujourd'hui cette phrase ? Je sens que cet épisode va être émouvant parce que tu parlais, j'avais déjà les larmes aux yeux. En fait, j'ai jamais douté sur le titre de mon livre. C'est une phrase qui résonne en moi et en nous. Tout simplement, c'est une phrase qu'on utilise, qu'on banalise. Et en fait, je voulais justement montrer que non, cette phrase, on ne peut pas la banaliser. Alors évidemment, dans mon livre, il y a bien plus qu'une simple claque, mais même une simple claque peut laisser des traumas à vie et puis des traumas surtout qu'on ne maîtrise pas non plus, quoi. Quel retour t'as eu avec ce titre ? Est-ce que c'est une phrase qu'on t'a reproché d'utiliser ? Parce que, tu sais, en France, il y a toujours ce truc de tout le monde en a pris, on n'en est pas mort. Ouais, on n'en est pas mort, mais quand tu vois la société aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est pas ouf non plus, hein. Ça serait si vraiment une claque, ça éduque les gens, parce que visiblement c'est pas le cas aujourd'hui vu l'état de notre société. Donc non, je pense qu'une claque n'a jamais tué personne. C'est trop banalisé encore aujourd'hui. Brigitte, pourquoi cette violence, justement, on parle de banaliser, pourquoi est-ce qu'elle est si banale malgré tout ce qu'on sait sur ce que font les violences aux enfants ? Alors peut-être qu'on va le rappeler parce que visiblement tout le monde ne sait pas. Alors, c'est intéressant parce que tu dis malgré tout ce qu'on sait. Et il faut savoir, je pense que tout le monde ne sait pas encore. Et tout le monde ne sait pas que ces traitements-là, ils continuent d'agir chez nous, les adultes. La peur de l'enfant battu, la peur de l'enfant maltraité par les humiliations, ces peurs-là, elles sont toujours en nous. Elles continuent d'exister et c'est ce, justement, qui nous empêche en conscience, d'aller regarder ce qui s'est passé dans notre passé. La peur toujours d'être reproché, d'être battu, d'être humilié, si on ouvrait cette boîte de Pandore-là. Aller regarder notre enfance, c'est pas si facile. Non. Parce que on est confronté à la souffrance et aux conséquences de ces blessures-là. Parce que tous ces traitements-là,
ont laissé des blessures en nous. Moi, j'ai des gens, si je peux me permettre, Brigitte, qui m'ont écrit pour me dire « Je ne me sens pas capable de lire ton livre parce que j'ai laissé tout ça derrière moi, fermé à double clé et je ne veux pas rouvrir ces blessures. » Mais tu me diras, et tu es peut-être mieux placé pour l'affirmer que moi, il est nécessaire de creuser certaines blessures pour les traiter. Je pense qu'on ne peut pas tout simplement les verrouiller à double clé. Il faut les traiter, il faut les examiner. Je sais pas. C'est même dangereux de les enfouir, de continuer à les enfouir. Autant quand on était des enfants, ça a été salvateur. Exactement. Quand j'ai pu lire ton histoire, quand j'ai lu ton livre, c'est très intéressant parce que j'y ai lu toutes tes ressources d'enfant pour sauver ta peau. Oui. Mais autant, tu vois, ce que tu as pu faire dans ton enfance pour sauver ta peau, t'as sauvé véritablement la vie. En revanche, quand on est sorti de la dépendance de nos parents, il est très important de sortir de ce déni, de sortir de cette prison, en fait, du refoulement, parce que ça peut devenir délétère. C'est dangereux pour nous si on reste, si on garde enfoui tout ce qu'on a vécu et qu'on le met pas à jour. C'est dangereux pour nous et pour les autres. Moi, je connais des gens très proches de moi qui ont vécu des choses similaires et qui, du coup, refusent de revivre ça, de creuser un petit peu. Et du coup, ils ont du psoriasis. Ils enchaînent les cauchemars. Ils ont peut-être même des pensées suicidaires. Voilà. Et ça paraît très anodin pour ces gens-là parce qu'ils ont appris à vivre avec ça. Mais ça, ce sont les conséquences de tout ce qu'on essaye d'enfuir et qu'on refuse d'aller visiter, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, Daniela, en écrivant ce livre où tu racontes quand même des choses qui sont très violentes parfois? Dans les lignes, tu rajoutes un peu d'humour pour distancier, je suppose, pour distancier, parce que peut-être qu'à un moment, sinon, replonger là-dedans sans prendre de recul, ça peut être aussi trop. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'écriture? Mais tu sais, Cédric, même encore aujourd'hui, quand je parle avec ma sœur de ce qu'on a vécu, j'ajoute toujours de l'humour, et elle aussi. Donc je pense que ça a été une façon d'adoucir un peu ce qu'on vivait, parce qu'elle fait la même chose. C'était vraiment indispensable de faire de l'humour pour que la pilule passe plus facilement, tu vois, un peu de vaseline autour. Oui, ça continue comme un mécanisme de survie, en fait. Bien sûr. C'est une continuité en tant qu'enfant martyr. Je suis obligée de te dire ça. Quand je lis ton livre, c'est très difficile de faire de l'humour, surtout avec des parents tels que ceux de Daniela. Mais aujourd'hui, d'avoir pris ce temps, c'est ce qui fait que ce livre est tout à fait accessible aussi. Parce que le ton, pour vraiment parler de choses terribles et sombres, le ton est calfeutré, presque léger. Et on sent cette forme d'humour dont tu parles, mais qui continue effectivement à, comme tu disais Cédric, à mettre une certaine distance aussi avec la réalité de ce qu'elle a vécu. Bien sûr. Est-ce qu'on doit, pour l'une comme pour l'autre, aimer ses parents, tout en reconnaissant le mal qu'ils nous ont fait? Moi, je continue d'aimer mes parents. Hein. Ok. Et ça m'émue de te le dire. Tu les vois encore? Non. Mais tu les aimes quand même? Mais bien sûr. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu les aimes malgré tout ça? Je suis désolée. Vas-y, prends ton temps. Totalement moussard. En fait, ma mère, c'était mon tout. Donc, quand on est réduit à rien et qu'on met une personne sur un piédestal, on continue d'être rien et cette personne, c'est notre tout. Je suis certaine que dans certains pays, c'est encore un peu ça avec le roi où en fait, il peut tout faire et on continue
de l'aimer et de l'écouter. Et ben, moi, c'est ce que j'avais avec ma mère et c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais et je suis très consciente de l'humain qu'elle est. Je sais ce qu'elle est, je sais ce qu'elle est capable de faire. Mais je continue de l'aimer parce que c'est tellement ancré en nous, en fait, que elle, c'est notre tout et que nous, on n'est rien. On ne se défait pas de ça aussi facilement. Et évidemment, encore aujourd'hui, même si je ne la veux plus dans ma vie parce que je n'ai pas le choix, je n'ai vraiment pas le choix. Si je la laissais encore dans ma vie, elle continuerait de me détruire. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Tu sais, encore aujourd'hui, je suis inquiète pour elle. Ok. Tu vois, si on me disait demain, ta mère est à la rue, eh ben, je sais même pas si je lui donnerais pas un coup de main. Okay. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, eh ben, je pense que je pourrais lui donner un coup de main parce que, eh ben, je ne saurais pas faire autrement. Okay. Et alors, ça fait des années que je suis en thérapie, hein. Des années. Mais il y a des choses avec lesquelles j'ai encore du mal. Si elle vient en pleurant, etc., eh ben, je le vivrais très mal. C'est-à-dire que je ne l'accepterai plus dans ma vie parce que ça y est, c'est décidé, mais j'aurais le cœur brisé. Mais brisé. C'est très intéressant, je trouve, ce que tu racontes, parce que je me permets, puisque j'ai lu ton livre, d'avoir pris tout ce récit depuis le départ de ta vie. C'est intéressant parce que les deux parents de Daniela sont extrêmement violents. Et ils sont même violents entre eux. Et depuis même le moment où tu étais dans le ventre de ta mère, la violence existait déjà dans ce couple. Et dès ta naissance, dans les premiers mois de ta vie, tu as connu la violence. Ton père agressait ta mère, tu étais dans ses bras. Donc, c'est intéressant de voir comme deux parents qui sont vraiment dans cette difficulté à la violence, dans ce rapport à la violence, et dont elle est là témoin en permanence. Vous savez, quand on a deux parents comme ça, eh bien, on est obligé de se raccrocher à un des deux. Parce on se sent en tant que nourrisson, en tant que bébé, enfant, en danger permanent. Et on n'a pas le choix que de se raccrocher à un des deux parents. C'est intéressant parce que dans ton cas, c'était la mère à qui tu te raccrochais, le père, tu l'appelais le voisin. Le voisin, l'indifférent. Oui. Voilà. Donc, c'était tout reposait en fait sur la mère. La mère était extrêmement violente aussi. Et c'est là que la peine, la pitié presque, on plaint son parent. Et c'est ce qui s'est passé, mais déjà in utero, j'ai envie de dire, quand on lit son livre, on sent que Daniela a déjà plaint sa mère quand elle était à cet endroit-là. Et quand j'entends, tu disais, est-ce qu'on peut aimer son parent? Qui peut aimer une personne qui t'a terrorisé toute ta vie, qui t'a vraiment fait mal, pour qui elle t'a fait toujours sentir que tu étais plus une charge qu'une joie dans sa vie? Comment peut-on, si on regarde ça, admettons, mon voisin me harcèle tous les jours. Est-ce que tu me poserais cette question, mais est-ce que tu aimes Brigitte, ton voisin? Mais c'est justement ça, le grand paradoxe, tu vois. Donc, parce que c'est le parent, on est vraiment pris dans cette morale des religions, parce que dans toutes les religions, on se doit d'honorer, de respecter le parent. Et on est pris dans ça et on se pose pas la question, mais si c'est le parent, c'est pas ton voisin, si c'est le parent qui te maltraite, est-ce que tu dois l'aimer? Brigitte, je me permets juste une petite pause parce que je sais que je vais oublier cette histoire de religion. C'est très intéressant ce que tu dis, mais je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la religion. Donc, mes parents, ma mère surtout, elle me mettait donc au catéchisme et très souvent, je devais donc me confesser.
à l'âge de mes 9 ans. Et donc, je devais me confesser et très rapidement, je me disais, mais je subis des choses horribles et c'est moi qui dois me confesser. Et en fait, je rigole parce que c'est tellement absurde. Je ne savais pas quoi dire. Moi, j'étais juste qu'un enfant, je n'avais rien à dire. Du coup, parfois, j'inventais des choses. Je disais, j'ai menti, je savais pas quoi dire. À 9 ans, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Tu fais rien. Et déjà, j'analysais la situation, je me disais, mais ils sont sérieux? Moi, je dois me confesser alors que moi, je me fais frapper. Et eux, ils sont ultra violents, ils font plein de choses malsaines. Et en fait, eux, on leur demande jamais de se confesser, tu vois. Donc, j'étais juste obligée de faire une petite parenthèse sur l'histoire de la religion. Parce que... Sur cette histoire de confession, il y a quand même une question qui me vient, c'est est-ce que à un moment, quand tu parlais à cette personne, ce curé, je suppose, au moment de la confession, tu te confessais à un curé, pas à tes parents, oui. on est d'accord? Oui. C'est jamais ça. Un curé, ouais. Est-ce que à un moment, tu t'es dit, il faut pas que je dise ce que mes parents me font? Jamais. Mais pour moi, c'était même pas un sujet. Ok. Jamais je me suis dit, je vais dénoncer quoi que ce soit. Okay. Déjà parce qu'il y a une part de moi qui pensait que tous les enfants subissaient ça. Il y a une part de toi qui croit bien ça. Sûr. Bien sûr. Même si très rapidement, tu comprends que c'est malsain et que c'est pas ok, que toi t'es pas ok avec ça, tu te dis peut-être que tous les enfants vivent ça. Et puis parce que moi, ma mère, surtout ma mère, je le protégeais plus que tout au monde. C'était hors de question que je la mette en danger en fait. Donc non. Ok. Voilà. Et je voudrais rajouter à tout ça, pourquoi devrions-nous continuer à aimer ces parents-là qui eux-mêmes n'ont jamais fait l'effort d'essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait ou d'entendre la façon dont nous l'avons vécu. Eux ne font pas cette démarche et on demande à nous, les victimes, de faire en sorte quand même, malgré tout, de les aimer, de les respecter, de les honorer, voire de leur pardonner, alors que eux ne font pas une onde de ça. C'est intéressant de nous demander ça à nous, les victimes. C'est presque culpabilisant, en fait, oui. aussi. En fait, tu le fais pour que eux aussi, ces parents-là, se sentent bien. Pour que eux-mêmes n'aient pas à regarder la réalité des mots. Et tu vois, j'animais un groupe de paternité la semaine dernière à Nantes. Et comme souvent, on arrive au moment où je vais parler des hommes, de la relation avec leur père. Et c'est marrant parce que tu vois, poser les vrais mots, c'est quelque chose qui est aussi très, très difficile. Chose que tu as très bien fait dans ton livre, hein, t'as rien caché. Mais tu vois, on entend des expressions comme « il est colérique »,« il était colérique oui. »,« il avait la main lourde »,« il avait des gestes d'humeur oui. ». Et donc avec tout l'accompagnement et la douceur nécessaire, mais que là je vais résumer, on a retravaillé sur les vrais mots. Non, il n'était pas colérique. C'est un homme, un humain, qui ne sait pas comment accueillir sa colère et qui te fait subir son incompétence émotionnelle. Il n'avait pas la main lourde. Il te mettait des gifles. Il n'avait pas des gestes d'humeur. Il te frappait. Tu vois, c'est vraiment, faut remettre les vrais mots aussi. Et c'est bien, c'est très important ce que tu es en train de dire, parce que sans remettre les mots, forcément, mais obligatoirement, l'enfant se sent responsable des humeurs de son parent. On se dit, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça, j'ai pas fait ça. On se sent toujours responsable parce qu'en face, les mots n'y sont pas, il n'y a pas de remise en question en face et du coup, on se sent coupable. Et ça, je l'ai lu tout au long de ton histoire, dans ton livre, combien tu as cultivé la culpabilité. Et je pense que c'est ce qui te fait dire encore aujourd'hui à quel point tu aimes ta mère. Et je l'aimais tellement fort que, tu sais, je me suis souvent dit que s'ils venaient à divorcer, donc ils se sont divorcés, j'étais adulte, j'avais plus de 30 ans, mais je me suis souvent posé la question s'ils venaient à divorcer et que j'étais enfant, avec qui je voulais vivre. Et en fait, cette question, elle était déjà toute faite pour moi. Je serais partie avec ma mère. Et ça, c'est ultra flippant parce que mon père, Brigitte, toi qui l'as lu, il était effectivement violent, mais pas directement violent avec moi. Ouais, il l'a été à quelques reprises, et la plupart du temps, c'était plus de l'indifférence. C'était ma mère qui était violente avec moi, et je serais quand même partie avec elle. Ouais. Sans réfléchir, 1000 fois, je serais partie avec elle. Et ça, encore aujourd'hui, je me dis, mais comment
Comment? Il faut pas oublier que l'attitude de ton père avec sa femme, qui était donc très, très violent, tu es au milieu de tout ça. Tu assistes à ça, tu vois ça. Imagine-toi pour un enfant qui est encore immature, en tout cas cérébralement. Il assiste à ça, il se dit, il va la tuer. Un jour ou l'autre, il va réussir, il va la tuer. Et je vais me retrouver seule avec lui. C'est avec lui que je vais devoir rester. C'est terrible pour un enfant qui est terrorisé par le bourreau, par le père. C'est pourquoi tout amenait vers la mère. Parce que le père représentait le danger de mort dans cette famille. Et tu sais qu'une fois, je vais dire quelque chose que je n'ai jamais raconté, pas même dans mon livre. Pas qu'une fois d'ailleurs. Je pense qu'à plusieurs reprises, à l'adolescence, vers 13 ans, 14, 15 ans par là, j'ai suggéré à ma mère de tuer mon père. Ah oui. Dans son sommeil. Okay. Voilà. Ouais. Je lui ai dit de le tuer. En plus du fait de lui dire souvent de le quitter. Alors que mon père était effectivement ultra violent, mais en fait, tous les deux l'étaient. Alors, j'ai souvent dit que si ma mère avait la force physique de mon père, il l'aurait pris autant qu'elle a pris. En fait, ce qui l'empêchait, c'était uniquement la force physique. C'était juste ça. Elle avait peur de lui de par la force physique. Et pourtant, dans ton livre aussi, c'est intéressant, tu dis que une fois, ton père t'a sauvé la vie quand même, carrément. Quand il a surpris ta mère à te battre, à coup de ceinture, etc., il t'a sauvé la vie. Heureusement qu'il est arrivé à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir que cet homme qui, à un moment donné, t'a sauvé la vie, ne te battait pas comme ta mère t'a battu, mais comme c'est là que je te dis, il représentait le danger de mort quand il tapait sa femme. Mais en ce qui te concerne, cet homme-là t'a sauvé la vie. T'aurais pu basculer de l'autre côté, mais non. Mais en fait, c'est ça, Cédric. Plus un enfant est frappé, plus il va, à l'âge adulte, se rapprocher du parent qui le frappe. Pourquoi? Parce que il lui manque toujours ce que le parent a toujours refusé de lui donner, l'amour et le respect. Et tu le cherches en quelque sorte. Et il court en permanence toute sa vie derrière cet amour. C'est un vrai travail de s'en détacher. Et ce respect. Et c'est un vrai travail, c'est vrai. Parce que pour voir la réalité de ce qui s'est passé, ça demande, comme tu dis, c'est un gros travail qui est salvateur, certes, mais comme disait Alice, pour en sortir, il faut y entrer. On n'a pas le choix que de se confronter à la réalité de nos émotions, à ce que l'enfant vraiment a vécu. Plus on va se confronter à ça, c'est ça qui est important maintenant, plus on va avoir de l'empathie pour cet enfant que nous étions et qui a souffert. Et plus nous aurons de l'empathie pour cet enfant qui a souffert, plus on va s'éloigner de l'empathie toxique qu'on pourrait avoir envers son parent qui nous a martyrisés. C'est dur. Je crois que tout le monde va pleurer. Mais c'est ça. Pour arriver à ce travail, aller se confronter émotionnellement à la réalité de ton histoire, tu vas rencontrer cette petite fille qui a tellement souffert. Tellement souffert. Tu vas l'aimer. T'as pas le choix. Elle a tellement souffert. C'est à toi à la prendre dans ses bras maintenant. Ta mère ne le fera jamais. Elle ne le fera pas. Et tu le sais qu'elle le fera. Il n'y a que toi aujourd'hui qui peux la prendre dans tes bras. Et plus tu arriveras à ça, plus tu arriveras à te détacher de cet attachement pathogène. Oh, il me faut un mouchoir, je crois. Je vais aller demander un mouchoir. Bon, gros moment émotion, on a pris le temps de reprendre un peu notre respiration. Parlons un peu de l'enfant blessé
tu vois, dont tu parlais, Brigitte, qui devient parent, un parent qui peut être dépassé. Toi, Daniela, dans ton livre, hein, tu le dis, tu parles de moments où tu t'es vu réagir comme tes parents. Comment tu vis ces moments-là? Mais quasiment, je dirais pas tous les jours, mais je peux réagir comme mes parents. Je suis un volcan constamment en éruption. Et je me suis fait peur, mais tellement de fois. Et j'ai eu des gestes plus que limite. J'ai pas honte de le dire. Je pense que la différence entre les gens qui disent j'ai des gestes comme ça, et ça fait partie de l'éducation, et les gens qui ont des gestes déplacés mais qui se disent ça c'est pas ok, et je veux arrêter ça, et je vais faire en sorte de ne pas les reproduire. Il y a une différence entre les deux. Ça me rappelle dans notre premier épisode ensemble, le numéro 120 du podcast, où il y avait ce moment qui m'avait vraiment particulièrement ému au moment de l'enregistrement, où je suis en train de parler avec toi, Brigitte Auriol, psychothérapeute, qui a travaillé 12 ans à Canis Miller, qui m'explique, comme tu l'as fait tout à l'heure avec Daniela, tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on ressent. Un petit peu, voilà, une figure qu'on pourrait imaginer presque parfaite à niveau éducatif. Et à ce moment dans l'interview où tu me dis, vous savez, Cédric, j'ai jamais frappé mes enfants, mais tous les jours, j'ai envie de le faire. Et, ça m'a pris. Oui. Comment, alors, et bien entendu, je me reconnais aussi dans ce que tu dis. J'ai jamais frappé mes enfants, mais plein de fois, j'ai eu, et merci la thérapie que j'ai fait à mes 30 ans, parce que plein de fois, j'ai eu, tu sens la pulsion qui monte, en fait. C'est limite, c'est plus toi qui commandes, quoi. Ouais, tu n'es plus là, quoi. Comment on deal avec ça, en fait, en vrai? C'est très difficile. Quand on est marqué par une éducation régie par la peur, parce que si je dis le mot maltraitance, pour les gens, c'est encore très difficile d'entendre ça, le mot maltraitance. Beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans une éducation maltraitante. Parce que, comme disait si bien Daniela, elle disait, mais quand tu parlais de est-ce qu'à la confession, tu pouvais dire mes parents... non, mais pas du tout. Je pensais que tous les enfants vivaient la même chose. Et effectivement, alors que l'histoire de Daniela montre vraiment qu'elle a été martyrisée par ses parents, mais ce mot de maltraitance en France, il fait très peur. On imagine des enfants qu'on pourrait brûler avec la cigarette ou qu'on frapperait, qu'on attacherait, qu'on ligoterait. C'est ça la maltraitance en fait. Il y a cette vision un peu de torture. Alors que si je parle de traitements qui font peur, parce que l'enfant est menacé très souvent, menacé de sanctions, menacé de privation ou même de rupture de lien. Il y a beaucoup de parents qui utilisent cet outil « je ne te parle plus » pendant plusieurs temps. Tout ça, ce sont des traitements qui font peur à l'enfant et où en même temps, le parent ne va jamais lever la sanction ou expliquer à l'enfant ce qui est en train de se passer. Je réagis à ce que tu dis parce que je peux pas m'empêcher de penser à tous les parents qui nous écoutent, à Daniela, à moi, tu vois, qui pourraient utiliser ces méthodes, enfin ces moments, ces méthodes, en tout cas ces réactions, qui peuvent avoir ces réactions plutôt, et qui pourraient, en t'écoutant, dire moi je fais ça, mais je suis un parent horrible, je suis tout pourri. Donc je reviens sur la fin de ta phrase, et c'est un point qu'on avait abordé, mais peut-être qu'on va le répéter, c'est que le fait que ça nous arrive, avec ce qu'on peut porter dans notre passé, c'est une chose. Comme tu l'as très justement souligné, Daniela, il y a une énorme différence entre un parent qui revendique la violence et un parent qui fait avec, malgré ses convictions personnelles et son souhait de faire autrement. Et l'importance de revenir dessus, de réparer et de travailler pour évoluer. Exactement. Parce qu'on peut pas juste s'excuser et puis que ça recommence. C'est ça. C'est important aussi d'en parler aux enfants et de reconnaître ce qu'on a fait, tu vois, et d'expliquer et qu'on veut faire autrement. Parce qu'on est tatoué par ces traitements-là dans notre enfance. C'est vraiment inscrit dans toutes les cellules de notre corps. Cette maltraitance, ces traitements-là, ils font partie de nous. Et quand à notre tour, on devient des parents et qu'on n'a pas pris réellement conscience des conséquences de ces traitements, qu'on est resté donc dans le déni de notre propre histoire en disant... Oui, une claque, c'est pas si dramatique que ça n'a tué personne, j'en ai reçu, etc. Et regardez, au contraire, je suis quelqu'un de bien. Voilà. Quand on n'a pas pris conscience vraiment de l'impact de ces traitements-là, le grand risque,
effectivement, si ça ne m'a pas fait mal à moi, ça ne fera pas mal à mes enfants. Mais comme dit Daniela, quand on a pris vraiment conscience de la douleur que peut vivre un enfant qui a peur de ses parents ou qui est malmené par ses parents, alors là, on va se comporter différemment. Comme dit Daniela, et je l'ai vécu pareil, quand on est tatoué par cette éducation-là, c'est très difficile quand on a des enfants, qu'elles ne ressurgissent pas comme ça à n'importe quel moment de notre vie. C'est présent tout le temps. Vous entendez les enfants se chicaner, ça y est, ça part. Vous entendez un gros bruit, ils sont dans la chambre, vous entendez un gros bruit, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on y va, quoi. On est déjà en train d'avoir envie d'attaquer. On a activé. Et c'est une résistance, résister à vouloir les injurier, les frapper, les punir, c'est un travail de tous les jours. Quand on porte les stigmates, les blessures de la maltraitance. J'ai déjà donné des coups de poing sur la table à m'ouvrir la main et je frappais. Il était accroché à ma jambe et je frappais. J'étais enceinte, jusqu'à m'ouvrir du coup les mains parce que sinon c'est lui que j'allais frapper et j'allais le démonter. Et donc j'ai frappé autre chose. Il était accroché à mes jambes et je pense que la scène était extrêmement violente pour lui aussi. Certainement. De voir sa mère hurler et crier jusqu'à s'ouvrir. Mais je me suis dit, si je fais pas ça, ça sera lui. Et t'as pu revenir sur cette scène après? Pas tout de suite. Mais je suis revenue dessus et on en a parlé. Et c'est ça qui est important, oui, c'est ça. Le truc. Et quand tu reviens dessus, est-ce que tu peux me dire de quelle manière tu reviens dessus? Alors moi, je dis souvent que c'est juste de ma faute. Que moi, là, par exemple, j'ai d'autres problèmes à gérer et que du coup, là, c'est la goutte d'eau de trop, en fait. Et que il n'est pas le problème, en fait. C'est que j'ai plein de problèmes à gérer et que du coup, là, je pouvais pas être à l'écoute pour lui. Je ne pouvais pas être disponible pour lui émotionnellement et que du coup, c'était trop pour moi et que je m'en excuse et que je vais essayer de faire mieux. J'essaye de poser des mots. C'est intéressant d'entendre ça parce que une maman qui peut dire à son enfant, par exemple, j'ai d'autres problèmes, c'est important de faire attention à la façon dont on dit les choses parce que si maman a des problèmes, il faut pas peut-être que je lui en rajoute de trop. Et ça peut faire transformer un petit peu les attitudes de l'enfant parce qu'il veut toujours faire plaisir à son parent. C'est le propre de l'enfant de vouloir sauver son parent, de vouloir le sortir. Et c'est ce qui t'est arrivé toute ta vie, de vouloir sauver ta mère de ce dans quoi elle était. C'est une forte dépression, tu sais, dans ce dans quoi était ta mère finalement, si on regarde ça. Et le propre de l'enfant, c'est de vouloir le sortir de là. Donc c'est très important quand on a perdu le contrôle avec nos enfants, d'abord juste de l'écouter finalement, de dire c'est moi quand j'ai fait ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça a dû te faire très peur de voir que j'ai tapé mes mains sur la table. Oui, maman, j'ai très peur de ça. Et juste, voilà, le laisser vraiment exprimer toute la peur pour vraiment essayer, tenter de la libérer, de l'évacuer de lui, de son propre corps, pour dire, mais n'importe quel enfant, mon chéri, aurait eu tellement peur de voir sa maman dans cet état. Et j'essaie une fois que tout est posé, je sais que je peux avoir des réactions très impressionnantes comme ça, qui peuvent faire très très peur à un petit enfant comme toi. C'est formidable parce que tu as dit, tu n'es en rien responsable de ce que je fais. Parce que c'est vrai, tu n'y es pour rien. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les comportements de nos enfants déclenchent chez nous, réactivent ces traumatismes du passé qu'on essaie à notre tour
de nous en libérer comme on peut, Déjà. mais c'est souvent sur les autres ou contre nous-mêmes que nous continuons finalement à nous flageller. Et il n'y a rien de pire pour une maman comme toi, consciente donc de ce que peut vivre un petit enfant à qui tu fais peur. Il n'y a rien de pire pour culpabiliser encore plus Bien sûr. d'avoir fait ça, d'avoir réagi comme ça. La culpabilité, c'est un vrai sujet quand même hein, pour tous les parents, principalement pour les mères aussi, faut pas se mentir. Comment tu dis avec toi, Daniela? Alors déjà, effectivement, est-ce que ça touche pas plus les mères que les pères? C'est-à-dire que nous, les pères, en toute transparence, même si, bien entendu, moi, ça peut m'arriver de culpabiliser, c'est juste qu'en fait, il y a moins d'attente sociale envers les pères, tu vois. Même les hommes, les garçons, généralement, nous, notre colère, elle est beaucoup plus acceptée que la colère des femmes, tu vois. Ça, c'est vrai aussi. Nous, on a été éduqués à être soit joyeux, soit en colère. Donc voilà, et toutes les émotions se transforment soit en joie, soit en colère, ce qui est quand même aussi un handicap humain, mais ça, c'est un autre débat. Donc en effet, oui, d'une part, il y a ce vécu, cet amour envers tes enfants, peut-être même la trahison que tu peux ressentir envers toi-même parce que tu t'étais promis de paraître comme ça, et puis finalement t'es comme ça, mais pourquoi? Et en plus, il y a l'attente sociale des mères qui doivent être douces, gentilles, tendres. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, en pleine nuit, Martin, donc mon dernier, s'est réveillé, puis il voulait faire pipi pour commencer, et puis après, il voulait dormir avec moi. Alors, je lui dis non, tu ne dormiras pas avec moi. Et en vrai, c'était même pas pour moi, c'est que Julien, puis à chaque fois, il me dit j'ai mal dormi, j'aime pas quand ils dorment avec nous, j'ai pas de place et je me prends des coups et tout. En vrai, je l'aurais descendu. Et puis, t'es là et tu jongles un peu entre ce que veut le père et ce que veut l'enfant. Et toi, t'es au milieu. Et moi, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais descendu. Et je lui dis, non, tu descendras pas. Tu restes dans ton lit. Il y a Valentin qui est juste à côté. Et en fait, ça a duré longtemps puisqu'il s'est mis à pleurer. Et moi, j'ai crié en pleine nuit. Je lui dis, tu descendras pas, tu dormiras pas dans mon lit. Donc, ça sert à rien de pleurer. Et en fait, je suis descendue et je l'ai laissé en train de pleurer, quoi. Et j'ai culpabilisé, j'ai encore plus culpabilisé le lendemain matin quand il m'a dit « Maman, j'ai rêvé que tu n'avais plus de tête. » Et en fait, c'est pour ça qu'il voulait dormir avec moi, parce qu'en fait, il voulait être rassuré, il a fait un cauchemar, il est petit, il a 3 ans et demi, il a rêvé qu'il n'avait plus de tête. Donc, il me demandait, il me dit « Mais alors, t'as à nouveau ta tête, qu'est-ce qui s'est passé et tout ?» Et j'ai culpabilisé de le laisser pleurer dans son lit, de hurler, d'être dans le noir. Et j'étais dans mon lit, je dormais pas non plus, hein. J'avais la boule au ventre et t'as pas bien dormi, ouais. tu vois, j'avais la boule au ventre et tout. Mais Julien, il dormait comme si de rien n'était. Donc je suis dit, il dit non, mais c'est rien. Et je me dis, mais est-ce qu'on vit vraiment pareil ces émotions? Julien, on te salue en passant. C'est intéressant parce que quand on lit ton histoire, la culpabilité, elle fait partie de toi. Parce que ta mère, tout ce qu'elle te fait subir, tout ce qu'elle te fait endurer, elle te dit haut et fort qu'en fait, c'est de ta faute. Oui. C'est à cause de toi. Tout ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. Ça, c'est clair et net. Donc, aujourd'hui, tu sais que il suffit d'un rien pour que tu puisses culpabiliser. Tu vas avoir une sensibilité à la culpabilité qui va être énorme. Il suffit que Julien te dise « Ah, j'aime pas trop qu'il dorme avec nous. » Ça y est. La machine est en route. Tu vas aller voir ton fils parce que la culpabilité, ça y est, se réveille. À cause de moi, Julien n'est pas confortable dans le lit. Il suffit d'un rien, il suffit de ça pour que tu ailles voir ton fils et dire « Ah non, maintenant tu dors pas avec moi. » Il faut savoir dans ton histoire, c'est important ça, de vraiment mettre le phare là-dessus, que dans les discours, à chaque fois qu'on va se rapprocher de toi, avoir une conversation avec toi, il suffira qu'on te dise une petite chose qui va réveiller la culpabilité. Ah, tu sais, j'aimais mieux le thé que tu m'avais fait hier qu'aujourd'hui. Bah oui. Ça peut être tout bête. La prochaine fois, tu vas t'efforcer. Et pourquoi? Et ça va être des choses, mais peut-être anodines. Mais la culpabilité, c'est vraiment un outil, une arme presque chez toi qu'on va pouvoir utiliser, où tu vas te mettre, mais alors en 8, en 4, en 10 pour essayer de... Et c'est pour ça que j'essaye parfois d'en faire des caisses. Limite, j'en fais des caisses. Mais bien parce sûr. que
vraiment pour répondre à à la culpabilité qui est dans tout ton corps, toi, avec l'histoire que tu vas à chaque fois devoir te dépasser pour satisfaire tout le monde. C'est ça. C'est mon quotidien. Oui, parce que tu as voulu satisfaire ta mère tout le temps. Et je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée parce que, effectivement, c'est ça. Satisfaire tout le monde, ne pas ressentir de culpabilité, essayer d'être présente pour tout le monde, toujours en faire des caisses, en fait. C'est intéressant ce que tu dis aussi, tu vas ne pas ressentir de culpabilité, alors que t'en ressens quasiment tout le temps, finalement. Elle est née avec. Tu vois. Je crois que la culpabilité, c'est presque même d'être né. Bah oui. Dans le cas de Daniela. Brigitte, elle te drop des phrases comme ça, tu sais. Elle a connu la violence in utero. Oui, non, mais bien sûr. Et t'as connu ça. C'était, mais qu'est-ce que je fais là? Tu sais, avec ma sœur, bien souvent, on se dit, pourquoi on est né? Pourquoi ils nous ont fait, en fait? Mais on se le dit mutuellement. Oui, c'est ça. Pourquoi, en fait, tous les deux, c'était en fait juste un caprice, c'est parce que la société demandait des jeunes mariés qui se reproduisent, c'était juste ça, en fait. Et nous voulaient pas vraiment. Il n'y avait pas cette conscience, en tout cas, de ce que représente un enfant. Non. Comme la génération de beaucoup de parents derrière nous, on se posait pas de questions. Tu te mariais, bon ben voilà, il fallait que le mariage découle sur une maternité. Voilà, sinon il y avait un problème. Juste sur la culpabilité, parce que la culpabilité, il y a en effet celle qui peut nous ronger, celle dans laquelle on peut se noyer, on vient d'en parler avec Daniela. Mais pourtant, parfois, la culpabilité, ça peut aussi être un indicateur. Mais moi, je sais que souvent, quand je culpabilise, tu vois, par exemple, je culpabilise en partant de chez moi, d'être ici, et de passer quelques jours loin de mes enfants. Ça peut être dur, mais c'est une culpabilité à laquelle je trouve du sens, tu vois, parce que je viens avoir une conversation extrêmement intéressante, que c'est aussi mon travail, que je sais pourquoi je le fais, etc. Et on peut avoir aussi de la culpabilité parce que des fois, quand notre enfant nous dit qu'il va rester près de nous, mais qu'en fait, par exemple, on va être malade aussi, tu vois. On peut avoir ces petites culpabilités qui, me semblent, soit nous passer des messages, soit être saines, et puis ces culpabilités qui peuvent nous ronger. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre ces culpabilités utiles et celles qui nous détruisent? C'est intéressant parce que tu disais la culpabilité qui nous ronge. La culpabilité qui nous ronge, ça peut être celle dont on vient de voir avec Daniela. Cette culpabilité, en fait, qui va faire qu'on se déteste. Soi-même. Soi-même. Parce que on a perdu le contrôle sur nos enfants, par exemple. Et si on regarde bien, dans cette culpabilité-là, qui nous ronge, comme tu dis, on va se détester et on va se dire des mots, tous les mots, en fait, que nos parents ont utilisés. On reste fidèle, dans cette culpabilité-là, on reste fidèle à nos parents. On continue à faire le job de l'humiliation. Vraiment, on s'accuse de tous les noms d'oiseaux et on s'en veut et on se trouve, en plus, comme Daniela, on est au courant maintenant des faits, de ce que c'est de brimer un enfant, de lui crier dessus ou de me voir m'emporter, etc. Et malgré ça, on le fait. Et c'est là qu'on s'accuse d'autant plus. Et c'est là qu'on continue, en fait, à tenir les mêmes propos que nos parents tenaient envers nous. On est des incapables, de toute façon, on est méchants. Tu feras, tu t'es même pas capable de faire mieux que tes parents. Regarde, tu vaux pas mieux qu'eux. Enfin bref, on répète, en fait, le schéma, l'image que nos parents avaient de nous, en tout cas. Et puis, il y a cette culpabilité dont tu parles, qui est, de toute façon, la culpabilité est inhérente à l'espèce humaine. Moi, personnellement, je dis souvent que la culpabilité est inhérente à la responsabilité. Parce que si on sort de la parentalité, je vais amener mon regard de personne qui a travaillé dans de grands groupes en entreprise, en responsabilité d'autres personnes. Pour moi, je trouve que il y a une culpabilité qui vient simplement avec la responsabilité de parents, d'entrepreneurs, de managers, etc. par exemple, parce que oui, des fois, on va prendre des décisions parce qu'on a la responsabilité et puis on va, soit ça va pas se passer comme on voulait, soit les gens vont exprimer de la déception, soit etc. Et on va ressentir une certaine culpabilité de se dire j'aurais pu faire mieux, mais tant que c'est passager, c'est intéressant. Et tu vois, c'est là où je trouve que
j'aurais pu faire mieux, ça vient toucher à la confiance en soi, à la compétence. Ouais. Et j'ai l'impression que ce que tu disais par rapport à je ne suis pas assez et je ne serai jamais assez, là, ça vient vraiment toucher l'estime de soi. Ouais. Tu vois, et je trouve que la différence est là, c'est est-ce que je peux faire mieux, c'est-à-dire grandir en compétences. Ça, c'est une culpabilité qui, moi, me semble intéressante. Plutôt elle est légitime, elle est saine, et en plus, elle est... Mais est-ce que je peux être mieux? Là, je pense que c'est plus la bonne culpabilité. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la nuance, mais c'est vraiment ça. Il y a la culpabilité qui va me faire dire ah mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Et puis paf, je vais me retrouver dans une situation semblable et là je vais m'appuyer dessus pour dire ça a manqué l'autre fois. Là par contre, ça va être important pour moi de rajouter ça, etc. Et il y a cette culpabilité effectivement où on peut se faire mal avec, s'enfoncer. Et là, on s'en rend pas compte. C'est là que je dis, on continue le job des parents. Ça nous tient vraiment au corps. Ce que tu dis là, moi, je sais qu'avant de faire ce travail thérapeutique, il y a plus de 10 ans, quand j'ai échoué, mais même, tu vois, des fois, je pouvais juste tenter un truc, mais des fois, des trucs lambda. Mais je pouvais, dans ma tête, et parfois le verbaliser aussi. Ma compagne, d'ailleurs, était là, mais pourquoi tu parles de toi comme ça? Et je disais, mais je suis trop con. Et de toute façon, à chaque fois, je suis une merde et tout. Mais c'est exactement les mots que pouvait avoir mon père envers moi. C'est ça. Tu vois. Donc, c'est l'image qu'on a eue de nous. Ça. Oui, c'est le regard qu'on a porté sur nous. Il ressort dans ces moments-là. Daniela, ton livre, il a permis à beaucoup de parents aussi de se reconnaître. Tu vois, on a parlé des gens qui ont peut-être pas réussi à le lire, mais il y a aussi plein de gens qui l'ont lu et beaucoup sont reconnus. Est-ce que toi, quand tu lis ça, est-ce que ça t'a aidé aussi à mieux te comprendre cette écriture? Est-ce que après cette écriture, tu sens qu'il y a quelque chose qui a évolué? Alors déjà, à la fin de ce livre, je me suis sincèrement posé la question où j'en étais au niveau du pardon. Et en fait, il y a des choses qui ont évolué avant ce livre et à la fin de ce livre. C'est que je ne me pose plus la question de comment on peut faire ça à son propre enfant. Ça, c'était une question qui me hantait jusqu'il y a encore peu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai commencé une thérapie, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait faire ça à sa propre chair. Et à la fin de ce livre, je me suis rendu compte qu'en vrai, je me la posais plus, cette question, et que je ne me la pose plus. Ils sont malades tous les deux. Ça n'excuse évidemment rien. Et ma réponse est là. C'est que ce sont des gens brisés, malades, qui n'ont pas d'amour. En fait, ils n'aiment personne. Ça existe, des gens comme ça, qui ont grandi sans savoir ce qui est réellement l'amour. Et en fait, j'avais besoin de leur pardonner pour moi, parce que sinon je continuais à me poser cette question de comment on peut faire ça à ses enfants, et ça me torturait en fait, parce que j'avais pas de réponse. Et je pense que pardonner ne veut pas dire les vouloir dans notre vie, pas du tout, au contraire, oh là là, bien loin de ma vie. C'est juste dire ok, j'arrête de me poser cette question-là. Tu continues de faire ta vie, juste maintenant tu n'as plus de pouvoir direct sur ma vie, même si ils auront toujours un certain pouvoir sur moi. Je pense que de toute façon, tant qu'ils sont en vie, ils auront toujours un certain pouvoir sur moi. Et ça, c'est quand même assez dramatique, parce que ça continue quand même, continue d'avoir quand même un certain pouvoir sur moi. Est-ce que tu penses que, puisque tu parles d'être en vie, du coup on va parler de la fin de la vie, est-ce que tu penses que à la mort de tes parents, il y a quelque chose que tu regretterais de ne pas leur avoir dit? Je pense que je leur ai tout dit. Je pense que je leur ai tout dit. Je n'aurais aucun regret. Je n'irai pas non plus à leur comment on appelle ça quand les gens se font enterrer, à leur enterrement. Je n'irai pas à leur enterrement. Ouais. Je n'irai pas parce que je vais rester fidèle à moi-même, à mes positions. Je ne vais pas pleurer sur leur tombe, parce que pour moi, c'est un peu, on va dire les choses comme elles sont, c'est un peu faux cul. Je ne regretterai pas non plus leur mort, dire les choses comme elles sont. Ou peut-être que je sentirai même un certain soulagement, ou pas. Ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, tant qu'ils sont vivants, ils auront quand même toujours un certain pouvoir sur moi. Oui, c'est fou, hein. Et puis ça peut aussi être potentiellement, tu vois, une menace, qu'ils essayent de revenir dans ta vie. Enfin voilà,
Une petite insécurité, aussi petite soit-elle, au moins une fois qu'ils sont plus là, Ouais. Exactement. tu vois. Il y a une personne qui est très importante dans ta vie et dans ton livre, c'est ta grand-mère. Ouais. Et on va s'en parler un peu parce que cette grand-mère qui, elle, n'a pas été violente. Alors, pas ma connaissance. Et alors, justement, c'était une question qui revenait souvent dans ma tête en me disant comment sa fille a pu être comme ça. Donc, j'ai toujours eu l'écho qu'elles n'ont pas été violentées, un petit peu peut-être à l'âge de l'adolescence, puisque mon grand-père était très chrétien, très pratiquant, vrai, donc le tu patriarcat était à son comble, donc pas de petits copains, pas de sorties, pas de machin. Et ça, c'était effectivement le plus violent, ça a été durant leur adolescence, si j'ai bien compris. Mais non, ma grand-mère n'était visiblement pas violente, et même ma tante confirme qu'elle ne se faisait pas frapper. Alors des menaces, hein, tu vas t'en prendre une, mais jamais passage à l'acte. En tout cas, avec toi, il n'y a jamais eu de violence, c'est même plutôt le contraire. C'est un petit peu le phare d'amour que tu as pu trouver dans l'océan de la violence. Ouais, et ma grand-mère, je dirais même que c'est un exemple de ce que je n'arrive pas à faire et ce que j'aurais bien aimé faire avec mes enfants, c'est-à-dire que j'écoutais systématiquement ma grand-mère, donc j'avais beaucoup de respect pour ma grand-mère, beaucoup d'amour, et elle ne m'a jamais crié dessus. Mais oui. Donc, c'est possible d'élever un enfant sans la menacer, sans lui hurler dessus. C'est possible puisque moi, jusqu'à l'âge de mes 4 ans, quand il n'y avait pas mes parents, j'ai été élevée comme ça par ma grand-mère. Donc, c'est la preuve vivante, elle est la preuve vivante qu'une éducation bienveillante est totalement possible. Ça m'amène à un sujet qui est important, c'est celui du témoin lucide, concept qui avait été amené par Alice Miller. Est-ce que tu peux, toi Brigitte, nous expliquer ce que ça veut dire, le témoin lucide, et pourquoi c'est essentiel, et peut-être aussi pourquoi est-ce que certaines personnes, mais aussi parfois certains objets, je pense aux livres, peut-être que des personnes vont, en lisant ton livre, se dire « en fait, c'est pas normal ce que j'ai vécu, etc. » Voilà. Qu'est-ce que le témoin lucide et pourquoi c'est essentiel? Dans le cas de Daniela, parce que j'ai lu son livre, la grand-mère, la cousine, la tante, ont été des témoins secourables, pas des témoins lucides. Je vais expliquer donc la différence entre les deux, bien sûr. Le témoin secourable dont elle a bénéficié et qui fait, je suis sûre, qu'elle a cheminé et qu'elle a fait ce parcours jusqu'à aujourd'hui de devenir une maman différente de celle qu'elle a eue. C'est parce qu'elle a rencontré un témoin secourable dans sa vie. Tellement. Le témoin secourable, c'est celui qui lui fait connaître l'amour, le sentiment d'amour, d'être aimé. Et parce qu'elle a eu tous ces témoins secourables à côté d'elle, autour d'elle, Daniela est devenue ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire à s'efforcer, à vouloir sortir du cercle vicieux de la violence. Et parce qu'elle la considère comme vraiment traumatisante. Et c'est parce qu'elle a connu cet amour qu'elle s'évertue à aimer ses enfants. Ça, c'est la famille donc de Daniela qui est composée de la cousine, la tante et la grand-mère qui lui ont vraiment fait goûter aux délices de l'amour. Parce que c'est vraiment comme ça qu'elle le décrit dans son livre. Le témoin lucide, il ne l'était pas. C'est quoi la différence? Le témoin lucide, c'est celui qui va lui dire, celles et ceux qui vont dire, ce que tu vis là, ce n'est pas normal. On n'a pas le droit de te faire vivre ça. Parce que tous ces témoins secourables qu'elle avait autour d'elle savaient, la grand-mère savait que tu étais frappée, puisque le jour du départ, elle dit à tes parents, ne tapez pas la petite. Donc, elle savait que tu étais frappée, mais personne ne lui a dit ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Non. Et personne n'a le droit de frapper un enfant tel qu'ils le font. Et de toute façon, dans tous les cas, on n'a pas le droit d'humilier, de faire mal à un enfant comme ils le font. C'est la différence entre les deux. Et je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui n'est pas forcément en lien avec le témoin secourable ou le témoin lucide. C'est par rapport au pardon que tu as évoqué. Tout à fait, oui. Le pardon, en règle générale, et on le rencontre dans toutes les thérapies. Alors déjà, l'exhortation au pardon
n'a rien à faire dans une thérapie. Et le pardon est vu comme une vertu spirituelle, une force intérieure, comme voilà, vraiment quelque chose qui va faire de nous quelqu'un de bon. Et il est vraiment véhiculé que on peut guérir de notre enfance quand on a pardonné. Ça, on l'entend vraiment dans la quasi-majorité encore, même des thérapies. C'est là-dessus un petit peu que je voulais revenir parce que, en même temps, c'est intéressant parce que on voit que t'es un peu piégé là-dedans parce qu'en même temps, t'as tous les ingrédients qui font que j'ai aucune envie de pardonner, mais il y a comme si c'était un devoir de le faire parce que, en faisant ça, je pense que je vais peut-être m'en sortir. Le pardon continue à nous installer, à nous conserver dans les illusions, de se dire, de toute façon, peut-être qu'en faisant ça, je serai quelqu'un de meilleur. Et puis, peut-être que mes parents vont à un moment donné réaliser quelque chose et qui pourront finalement me dire, avant de partir, avant de quitter ce monde, on a fait n'importe quoi avec toi. Donc, attention de pas conserver des illusions par rapport à ça, et sans compter que, bien, en fait, le pardon n'a jamais libéré personne. C'est pas parce que j'ai pardonné que ça y est, je vais me libérer. Et tu le disais très bien d'ailleurs. Tu le dis toi-même très très bien ça. Et parce que ça libère pas. Ça, les parents ne vont pas tout à coup se dévoiler parce qu'on les a pardonnés. Ils ne le feront pas plus. Ça va pas changer la vérité. Ça ne veut pas dire, et c'est là que je veux vraiment insister, que parce qu'on pardonne pas, on conserverait de la haine ou de la vengeance envers nos parents. Non. Quand on s'est suffisamment rapproché de cet enfant qui a souffert et des conséquences de ses blessures, qu'on retrouve donc de l'empathie pour ce petit enfant que j'ai été, qui a tant souffert, l'histoire du pardon ne se pose plus. On n'est pas rempli de haine, on n'est pas rempli de colère. Ça part tout seul. Et c'est pour moi ça le pardon, c'est que je n'ai plus, je ne ressens plus de haine et je n'attends pas non plus une vengeance. C'est ça ce que j'appelle le pardon. Alors qu'il y a encore quelques années en arrière, je leur souhaitais le pire. C'est horrible. C'est normal. Je leur souhaitais mais le heureusement pire. que tu leur as souhaité le pire. Ça fait partie du process. Et j'avais encore beaucoup de haine et de colère, et aussi ils avaient beaucoup plus d'impact sur moi qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je retombais dans leur filet, surtout celui de ma mère. Elle revenait, elle pleurait, je retombais dedans. Exactement. Sans arrêt. Et pour moi, le pardon, c'est un peu ça. C'est je n'ai plus de colère. Quand j'en reparle, évidemment, il y a des émotions qui ressortent, mais je n'ai plus envie de me venger non plus. En fait, tu n'es plus soumise à ta colère. Voilà. Et j'ai pris beaucoup de distance. Et ça se sent. Avec tu as dit quelque chose de très important. Après, bien sûr, on peut pas savoir. Mais tu parlais des funérailles. Je me vois ni y aller. Je me sentirais vraiment pas honnête envers moi, pas juste. Et je me vois pas pleurer. Donc ça, bien sûr, c'est peu importe, même si tu pleures quand tu sais qu'ils sont partis, tu vas pleurer sur le gâchis de cette vie parentale. Ok, c'est pas un problème. Mais c'est en ça que je te sens vraiment juste avec ton histoire de pardon, mais c'est pas le pardon en fait. C'est que quand on arrive à se rapprocher suffisamment de soi et de ce petit enfant et des conséquences de ses blessures, eh bien, on a mis à distance le parent en même temps. C'est ça. Donc c'est pas un pardon en fait, on parle pas du pardon, c'est cette distance elle est légitime. Tu l'as payé cher. Tu l'as payé cher. Tu y es arrivé. Et c'est pourquoi on n'a plus de haine, on n'a plus de colère, et même si la colère me revient, parce que c'est ça le piège du pardon prématuré dans une thérapie, comme je vous dis encore une fois, il doit pas exister, c'est quand on ressent, quand la colère ressurgit, on se l'autorise pas, merde, j'ai pardonné. Ah oui. J'ai plus accès, je peux pas. J'ai fait le truc, là. Donc non, il faut savoir que la colère, elle peut ressurgir à n'importe quel moment de notre vie. Moi encore aujourd'hui, je peux avoir des moments où je me dis, quand je suis bloquée dans quelque chose, où je me dis, mais c'est encore ça qui vient me bloquer là. Pareil.
Et là, je peux taper un coup de pied. Bordel, tu me fais encore chier aujourd'hui. Ça va être ça. Et je l'envoie au diable. Mais si j'avais pardonné, je pourrais pas faire ça. Et ça, c'est pas parce que je dis ça à un moment donné, qui va me prendre quelques secondes, que j'ai la haine contre ma mère. Je n'en ai plus. Je n'ai plus cette dépendance aujourd'hui, pathogène. Je suis plus dans cet attachement pathogène à mes parents. C'est fini. Mais il y a des moments, effectivement. Il y a des moments. Ça peut revenir. Mais c'est instantané. Et il ne faut pas avoir peur. Et aujourd'hui, il est véhiculé que l'idée que si tu pardonnes pas, tu peux pas guérir et tu vas entretenir la haine. Non, c'est le contraire. Si je pardonne, je peux au contraire avoir de la haine contre le monde entier, les Arabes, les Juifs, les lesbiennes, tout ce que vous voulez. Je peux avoir une cible comme ça, ou contre moi-même, à me détester, à me faire du mal par les substances, par tout ce qu'on veut. Moi, il y a des moments, c'est très intéressant ce que tu dis. Je dis toujours que, voilà, ils ont de moins en moins d'impact sur moi, même si, comme tu dis, il y a des moments, ils arrivent à y accéder. Mais par exemple, quand j'entends que mon père part en vacances et qui vit sa best life avec sa nouvelle copine et tout, et en fait, il y a une haine encore qui m'envahit. Et en fait, c'est horrible parce que je fais un travail sur moi-même depuis des années pour ne pas ressentir. Mais tu vas la ressentir. Une émotion à son égard. Ressens-le, tu vois. Et je me dis, Brigitte, ce mec-là, il vit sa best life alors qu'il a détruit des vies autour de lui. Et il est là avec sa nouvelle copine à se prendre en photo. Et je ressens une haine et je me dis, mais merde quoi. Il a encore de l'impact sur toi. Tu vois? Alors que je n'ai plus envie de me venger, mais son bonheur, parfois, me chatouille. Je me dis, c'est pas juste en fait. Tu n'as pas le droit de détruire des vies. Et là, de partir à Venise, Pompelop. Alors, tu sais quoi, le meilleur remède, ne regarde pas les photos. Mais je sais. Mais parfois, on me les envoie, on me dit, alors, ton père, il est à Venise. Je suis là, mais moi, j'ai même pas le temps de partir à Venise. Alors, la personne qui t'envoie les photos, ça va être important que tu lui fasses un petit message en lui disant, s'il te plaît, ne m'envoie plus de photos de Venise. Jamais plus des photos de cet homme. Mais ouais, c'est ça. Et je dis bien de cet homme. C'est même pas de mon père. Non. Bah non, il n'a pas su être un père. On a parlé de différentes choses, de la culpabilité, on a parlé de l'importance de réparer, de comment faire pour réparer avec un exemple très concret. Et il y a ce côté aussi, tu vois, ce que tu évoques avec on a parlé tout à l'heure, la petite Daniela, de cet enfant intérieur dont on doit essayer d'être à nouveau le parent. On peut appeler ça le reparentage. Oui. Est-ce que pour nous et pour les personnes qui nous écoutent, tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour redevenir le parent de l'enfant qu'on a été? Alors ça peut nous arriver donc à tous les moments de notre vie en fait, où on va se sentir mal dans certaines des situations, parce que ce sont des situations que l'on a vécues, qui font partie de notre mémoire. Je vais prendre alors un exemple très concret. Je peux dire j'avais, parce que à force d'y travailler dessus, ça y est, ça part. J'étais phobique des piqûres. Moi aussi, tiens. Voilà. À chaque fois que je devais faire une prise de sang, ou c'était très compliqué, quoi. Je devais me mettre dans un état, vraiment me préparer, psychiquement. Je devais. Bon, encore aujourd'hui, je suis pas capable de regarder ce qui se passe. On est d'accord. Mais tout récemment, j'ai été très mal en point et du coup, on a dû me faire une perfusion, etc. Et là, à chaque fois quand même, je ressens cette inquiétude, cette angoisse même, je dirais, qui pouvait me faire partir en crise de panique. Donc ça je n'atteins plus la panique. Mais en fait, ça a toujours évoqué un souvenir de mon passé où la menace, une des menaces de ma mère, c'était je vais vous faire une piqûre, quoi, pour nous calmer, pour nous faire être sages. Et elle avait la seringue et l'aiguille dans la main. Elle
elle pouvait brandir ça et voilà. Et du coup, j'ai gardé cette peur terrible des piqûres. Donc récemment, on doit me faire cette perfusion et à nouveau, ça y est, avec la peur qui est là, terrible. Et donc, se reparentine, on va dire, devenir le parent de cet enfant qui en a manqué à ce moment-là, ça va être d'abord la première des choses, c'est de constater ce qui se passe, c'est de faire un constat. Oh, t'as peur là t'as peur. Ça y est, t'es à nouveau angoissé. Je vois ta peur, j'entends. Oh, c'est encore elle, hein. Tu la vois avec sa piqûre, avec sa seringue. Elle veut te menacer avec ça. Je comprends, t'as eu tellement peur quand elle faisait ça. T'as eu tellement peur, Brigitte. Mais aujourd'hui, tu ne risques plus rien. Je suis là, c'est moi qui veille sur toi et je peux dire à l'infirmier, tu sais, là, tu fais attention avec moi parce que ça, je suis sensible. Moi, je vais prendre soin de toi. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Première des choses, j'entends ce que me raconte l'enfant. Parce que ce que peu de gens savent encore aujourd'hui, je trouve, c'est que les gens n'imaginent pas que ces traumatismes de l'enfance continuent à être actifs à l'intérieur de nous. Ils continuent à parler, ces traumatismes, à tous les moments de notre vie. Et ça, trop peu de gens le savent. C'est pourquoi on reste aussi dans le déni. Si on savait tout ça, alors on aurait de la considération pour dire « Attends, là, c'est un traumatisme qui est en train de parler, de me raconter quelque chose. » Et donc, la première des choses, c'est comme si je vois un enfant qui est là et qui pleure. Je lui dis « Oh, ça va pas, toi. Je vois que ça va pas. » Je commence juste par ça. Je lui demande pas qu'est-ce qu'il y a. Juste, je fais le constat. Ça va pas, hein. Et là, c'est ce que je me dis à chaque fois. Là, ça va pas, Brigitte, ça va pas. Là, t'as peur, hein. Et c'est qu'après que je peux poser des mots. Elle brandissait la piqûre. T'avais tellement peur. C'est ça que tu veux me dire. Tu as peur encore de ça. Voyez, et c'est comme ça que je m'adresse à l'enfant. Et à chaque fois, tu vois, Daniela, quand tu te sens irritée par tes enfants, si tu arrives, c'est pas toujours, à t'éloigner de la scène et juste te dire, ouais, mon Dieu, Daniela, t'as peur encore, t'as tellement souffert. Oh, t'as vraiment souffert. Te battais. Ouais, t'as eu tellement mal, t'as eu tellement peur. Tu respires. Ça va aller. Tu vas pas taper tes enfants. C'est toi, c'est ta mère qui te tapait. C'est elle. C'est elle qui est là. Tu vas pas le faire, toi, tu vas pas le faire. À chaque fois, il va falloir te dire ça. À chaque fois. C'est systématique. Le nombre de fois où, quand je devais demander quelque chose, prendre ma place, que je faisais un petit bout de chemin, où je me disais, t'as vu? T'as pu lui dire ça, t'as pu demander. T'es même pas morte. J'en étais là. T'as pu le faire, personne t'a frappé, t'es même pas morte. J'ai dit ça des milliers de fois pour en arriver vraiment à guérir de ça. Ouais. Et aussi, pour compléter un peu tout ce que tu as dit. Oui. J'ai aussi appris, mais ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est encore aujourd'hui le cas. C'est un travail que je fais tout le temps. C'est que j'essaye de m'aimer très fort, en fait, de faire de moi une priorité et de passer du temps avec moi, du temps de qualité avec ma personne. Tu vois, et de me dire, ok, de quoi tu as besoin là maintenant? Oui, parce qu'on peut culpabiliser de ne pas passer du temps avec les enfants, etc. Mais nous aussi, on compte, en fait. On compte énormément. Et moi, c'est aussi ça que je veux transmettre à mes enfants, c'est dire, vous êtes une personne à part entière, vous devez aimer passer du temps que avec vous, en fait. C'est hyper important. Parce qu'en fait, vous êtes la seule personne qui peut vous sauver, en fait. Oui, et en même temps, c'est tellement difficile, ce que tu dis là, d'arriver à ça, quand tous les jours de notre vie,
on nous a montré qu'on ne valait rien. Exactement. C'est très difficile après de dire aux gens, il faut arriver à s'aimer, tu sais, c'est important de s'aimer. Mais quand on nous a martelé tous les jours que on n'était pas des personnes qu'on pouvait aimer, en fait, parce que la façon dont on nous traite, on nous montre que on peut pas nous aimer. C'est très difficile après d'arriver à ça, d'arriver à s'aimer. Et c'est pourquoi ce reparentage, il participe énormément à arriver à s'aimer, à reconstruire cette estime de soi et cette confiance en soi. C'est la base. Ça passe par là, en fait. Toujours avoir ce lien, cette communication avec cet enfant intérieur. C'est comme ça qu'on peut parvenir à s'aimer, parce qu'on le considère. On ne dit pas ça va passer, allez, prends sur toi, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Plus on fait ça, moins on arrivera à s'aimer. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Daniela, par rapport au fait de prendre du temps avec soi et pour soi, je pense aussi que, il me semble nécessaire de rappeler qu'il faut pas minimiser, en plus du vécu personnel, la société dans laquelle on évolue, où c'est beaucoup plus difficile pour une mère que ça soit accepté de prendre du temps, de s'éloigner de ses enfants, etc. Donc c'est aussi un travail qu'il faut mener dans le cas échéant avec son conjoint ou sa conjointe. Il faut vraiment aussi avoir ça, avoir une personne dans sa vie qui nous encourage sur cette voie, qui nous montre aussi qu'on a de la valeur, celle que nos parents ne nous ont pas forcément toujours donnée. Tu vois, c'est vraiment important. Et aussi parce que le travail qu'évoque Brigitte, ça demande quand même de la ressource. Ouais, totalement. Et que moi, je sais que souvent, quand je peux faire des coachings où ces sujets peuvent intervenir, une des premières choses qu'on met en place avant de parler de ça, c'est quel équilibre tu as dans ta vie, du temps pour toi. Parce qu'en fait, plein de personnes dans le tumulte du quotidien, pris dans la charge mentale, etc., veulent aussi faire ce travail-là. Mais à un moment, si on n'a pas la ressource, c'est important, je pense, de le souligner, ça demande de la ressource d'énergie émotionnelle et il faut réussir à se ressourcer avant de faire ça. Et c'est long. Et c'est long. Il faut accepter. C'est le travail d'une vie. Ouais, c'est le travail d'une vie. Moi, je me suis aussi beaucoup servi des mots de ma mère. En fait, très rapidement non, mais vers l'adolescence, vers mon adolescence, j'utilisais les mots de ma mère pour me dire, tiens, tu vas lui prouver qu'elle a tort. Ça, c'est mon côté têtu. Ouais. Mais ça fait partie de tes ressources. Ça fait partie de mes ressources. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir, c'est d'utiliser les mots de ma mère. Et vu que je l'aimais, je voulais quand même faire bonne figure et lui prouver qu'elle avait tort. Et en fait, ça a été le cheminement de ma vie. C'était prouver à ma mère que ce qu'elle pensait de moi, c'était pas le cas. Alors, c'est pas ouf, mais moi, ça m'a aidé en fait à ne pas baisser les bras et lui prouver qu'elle avait tort. Et un truc tout bête, qui me rend extrêmement fière aujourd'hui, c'est que tout le temps, elle me disait, tu es tellement sale, tu pourras même pas être femme de ménage. Et aujourd'hui, j'aimerais l'appeler pour lui dire, je n'ai pas une femme de ménage, j'en ai même deux. Et c'est pas moi qui suis devenue femme de ménage. Et j'ai aucun souci. Au contraire, il n'y a pas de sous-métier, mais j'ai tellement été rabaissée sur le fait que tu ne sauras même pas être femme de ménage parce que t'es sale, tu sais pas nettoyer. Et je lui dis, j'ai envie de lui dire, tu vois, je n'ai même pu en avoir deux, c'est trop cool en fait, tu vois. Et comment elle aurait réagi à tout ça, tu vois. Si vous passez par là, appréciez la magnifique image de la vidéo. Mais... En tout cas, ça fait partie de tes ressources d'enfant et c'est grâce à tous ces petits trucs que j'ai lus, que tu t'en es sorti, que t'es arrivé jusqu'à là. Mais aujourd'hui, tu sais, dis-le toi ça, mais aucun intérêt de le lui dire. Non, mais complètement pas. Complètement pas. Et puis, elle fait l'autruche. Mais non, on est d'accord. Tu peux te dire des trucs comme ça. Tu vois, tiens, je suis pas une femme de ménage. J'en ai deux aujourd'hui. Daniela, toi, sur ce livre, qu'est-ce que tu aimerais qu'un parent qui lit ton livre retienne de ce livre? J'aimerais qu'il sache que on peut déraper, que c'est humain, mais il ne faut pas normaliser ça. Il faut pas se dire ça, je vais l'utiliser comme moyen d'éducation. Tout simplement parce que quand on n'est pas d'accord avec sa femme, on va pas la gifler. Un enfant, c'est pareil. Si je ne suis pas d'accord avec lui, je ne vais pas le gifler. Déjà parce qu'il est beaucoup plus petit qu'une femme, beaucoup plus fragile qu'une femme, beaucoup plus frêle qu'une femme. Une femme, à la rigueur, peut, je dis bien peut, dans certains cas, réussir
à divorcer, à mettre un point final parce que elle est adulte. Un enfant, en fait, il est même pas capable de ça. Il peut même pas mettre un point final. Il peut même pas se défendre. Donc, en fait, si on ne met pas une gifle à sa femme, pourquoi est-ce qu'on le ferait à quelqu'un de plus fragile, en fait? Pourquoi? Et pourtant, moi, il y a plein de moments où je ne suis pas d'accord avec Julien. Et je ne me dis pas que je vais le gifler. Ça semble logique, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait avec un petit être d'1 mètre, en fait? Ça n'a pas de sens. Si on le fait pas avec son partenaire, on peut pas le faire avec son enfant qui est tellement plus fragile et qui peut même pas mettre un stop à ce que tu viens de lui faire, quoi. Brigitte, tu dis souvent qu'il est jamais trop tard pour réparer. Oui. Et ça, c'est quelque chose que l'on soit... Là, je pense qu'on va peut-être élargir aussi avec le sens de ton livre à toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, qui s'adresse aux parents dont les grands enfants se sont éloignés. Parce que j'entends aussi, tu vois, moi des fois quand je parle et juste avec des parents là de ma génération, même tu vois qui disent non mais je me suis énervé mais c'était la semaine dernière ou il y a 1 mois, etc. Enfin voilà, tout ce sujet ça fait des semaines, des mois, des années parfois, c'est trop tard pour réparer. Tu vois. Pourquoi c'est important de se rappeler que il n'est jamais trop tard pour réparer? Parce que justement, on le voit avec Daniela, cette culpabilité d'avoir été un mauvais enfant, selon les parents, pas digne d'être aimé, en fait. Parce que la façon dont ils avaient de me traiter, m'a montré que je n'étais pas digne d'être aimé. Ça, en fait, je crois qu'on peut, à n'importe quel moment, retourner cette situation et dire à son enfant, je n'étais pas un parent au moment où j'ai été ce parent que j'ai été, suffisamment compétent pour t'accompagner avec beaucoup de dignité. J'avais pas les armes, j'avais pas les outils, en tout cas, pour le faire. Je m'en rends compte aujourd'hui et je peux entendre aussi que tu en as souffert. J'ai envie de parler de ça avec toi pour voir la façon dont toi tu as vécu cette enfance et le fait de pouvoir aborder, de pouvoir rentrer dans ce sujet. Je pense que ça permet à l'enfant, vous donnez la possibilité aux enfants, pourtant grands, voire même très grand, de se libérer d'un poids qui est toujours là, d'avoir jamais su être l'enfant qui aurait pu vous rendre heureux, l'enfant qui aurait pu vous satisfaire, l'enfant qui aurait pu être du coup l'objet de votre admiration. Et je crois que le fait de dire j'ai pas été compétent à ce moment-là, j'ai pas su faire, rien que le fait, voilà, de changer, en fait, la dynamique de la culpabilité, nous enlever ce poids. En fait, tu reconnais aujourd'hui que tu n'étais pas compétent, ce n'était pas moi. Ça change tout quand même. Ça nous libère énormément. Tu reconnais enfin que tu n'as pas su, que tu as fait avec ce que tu savais. Généralement, c'est avec son propre héritage. Mais le simple fait de reconnaître ça, mais c'est une grande libération, je crois, pour les enfants d'entendre ça. Alors, tu vois, moi, Brigitte, j'ai un autre approche avec le je suis désolée, excuse-moi. J'ai beaucoup de mal quand on vient me demander pardon. Même quand c'est mes enfants, hein. Quand ils viennent s'excuser, je leur dis, je ne veux pas en fait que tu t'excuses. Je n'aime pas qu'on s'excuse, tu sais pourquoi? Parce que toute ma vie, ma mère s'excusait, elle recommençait. Mon père s'excusait auprès de ma mère et il recommençait. Et en fait, toute ma vie, j'ai grandi avec un pardon, avec des excuses qui ne valaient rien. Et aujourd'hui, alors que je sais que c'est que des enfants et ils viennent s'excuser parce qu'ils peut-être qu'ils ressentent le besoin ou que pourtant jamais je leur dis tu t'excuses envers moi hein, parce que je ne l'aime pas, ils le font parce qu'ils ressentent le besoin de le faire. Je leur dis je ne veux pas que tu t'excuses et je le vis mal en fait, mais c'est parce que vraiment j'ai beaucoup de mal avec alors on va me dire oui mais quand c'est sincère. Mais moi, ma mère, elle pleurait en s'excusant. Mon père pleurait en demandant pardon, il recommençait quand même. Tu vois, j'ai du mal avec ça. Alors, c'est très intéressant parce que quand on connaît ton histoire, évidemment, du coup, ça vient en ricochet. Si tu entends bien ce que j'ai dit, je me suis jamais excusée et j'ai jamais demandé pardon. Et c'est très important ce que tu es en train de dire parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire à son enfant
au fait, je m'excuse pour ce que je t'ai fait. Non. Et d'en dire dans n'importe quelle situation, si je blesse quelqu'un, je peux aller le voir pour lui dire, si la personne vient me dire, tu sais, tu m'as blessé à cet endroit, parce que je peux blesser sans le savoir. Hein, tout à fait. Mais si la personne vient me voir en me disant, tu sais, Brigitte, là, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessé. Ok. Donc, je peux réfléchir et je peux lui dire, tu sais, je pense que j'ai compris les raisons pour lesquelles j'ai dit ça. C'est pas pour me justifier, c'est pour dire, voilà, à ce moment-là, je t'ai dit ça, parce qu'effectivement, de mon côté, j'ai vécu ça et ça. Pouvoir en parler. Donc, avec nos enfants, là, devenus adultes, il ne suffira pas, et merci Daniela de souligner ça, de dire j'ai appris qu'en fait ce que je t'ai fait là, quand je te donnais des fessées, c'était pas bon pour les enfants et du coup je m'excuse. Ouais. Alors là, ça va vraiment pas suffire. Non. Ça c'est pas une réparation en fait. Non, ça c'est absolument ça, pas. Je décharge ma culpabilité que je ressens, Exactement, je la mets à tes pieds oui. et toi tu te débrouilles avec. Exactement. Mais moi je vais mieux. Ouais. Ma mère carrément elle disait je t'ai frappé ou je te frappais à cause de ton père. C'est ça. Et en fait, elle n'assumait pas, encore une fois, pas sa responsabilité qu'elle déplaçait vers quelqu'un d'autre. Mais surtout, elle ne reconnaissait pas. Mais bien sûr que elle non. ne reconnaissait pas ton émotion. Non. Ta peur. Voilà. Si ta mère était venue te voir en te disant quelque chose comme, tu sais, Daniela, je me rends compte à quel point c'est terrible ce que je t'ai fait. Tu as dû avoir tellement peur, ma chérie. Exactement. Mais quel enfer ça a dû être. Et tu sais, tu as vu pourquoi moi je reproduisais ça. Mais même dans ces cas-là, ça n'aurait pas dû t'arriver. J'aurais dû faire mieux, mais j'ai pas réussi. Tu vois, là, il n'y a pas d'excuse. Voilà, il n'y a pas de pardon. C'est juste, je reconnais ton émotion. Voilà. J'explique, tu vois. Moi, je sais que ma fille, souvent, c'est quand on a un comportement qu'on veut pas avoir, soit on va dire pardon, parce que aussi notre tradition judéo-chrétienne fait que on a dit pardon, donc tu vois, on s'est confessé, hop, passe à autre chose, hein. Ou sinon, on va compenser. Je vais t'acheter un jouet, machin, un truc. Mais on va pas vraiment réparer ce que les gens attendent. Et je vais peut-être prendre un exemple plus trivial pour que les gens comprennent bien. Ce que les gens attendent, c'est que la situation ne se reproduise pas. Et ce qu'il y a de super intéressant qu'on est parents, en tout cas, c'est ce que moi je fais avec ma fille, là, tu vois, maintenant elle a 7 ans, c'est que souvent je lui dis, là, tu vois, Sarah, ma chérie, là, j'ai crié. J'ai vu dans ton regard que t'as eu très peur, j'ai vu que ça t'a blessé. Je suis vraiment déçu de moi-même d'avoir généré ça chez toi. Voilà, qu'est-ce que toi tu as ressenti? Bon, généralement elle valide. Et je dis, bon, moi j'ai noté que tu vois ça s'est passé parce que telle condition j'étais stressé, parce que machin, j'aimerais faire autrement la prochaine fois. Comment est-ce que tu penses que toi et moi on pourrait faire autrement? Parce que les enfants arrivent aussi à des âges où en fait ils peuvent prendre la parole. Totalement. Sur comment réparer. Oui. Ouais. Parce que tu vois, un des pièges, et là je pense à Sama Karaki dans son livre L'empathie est politique, un des pièges quand on est dans le groupe dominant, c'est de décider nous-mêmes comment les choses doivent être réparées. Exactement. Et quand les enfants savent s'exprimer, c'est très intéressant de les faire participer au processus. Et pour revenir sur mon exemple trivial, sur la réparation, moi j'ai bossé longtemps en restauration rapide chez McDo. Vous êtes peut-être déjà passé au McDo, et il y a toujours ce moment où il vous manque un truc. Tu vois. Et quand tu passes au drive 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu reviens, puis alors à chaque fois tu reviens, il te manque un truc, je sais pas, ta frite ou ta sauce, peu importe, et on te dit, désolé pour le déplacement, on vous offrir une glace, tu vois, en plus machin. On compense. Mais en fait, toi, tu t'en fous de la glace. Ce que tu veux, c'est ne pas avoir à revenir. C'est que ta commande, elle soit complète. Je sais que ça a l'air trivial, hein, mais en fait, c'est très parlant, je trouve. Ta commande, elle soit complète dès le départ. T'es pas venu pour avoir une glace en plus au départ. T'es venu pour avoir une commande complète. Et si à un moment, ça ne se répare pas, si à un moment, les gens continuent d'oublier des choses, tu vas arrêter de venir consommer à cet endroit-là. Tu vas arrêter d'aller à cet endroit-là. Et tu vas peut-être changer de crèmerie, ou tu vas arrêter, ou tu vas manger autre chose. Et tu vois, vraiment, moi, c'est ça. Souvent, je prends cet exemple-là parce que c'est un peu moins lourd et ça parle aux gens. Mais quand même, Mais réparer, c'est ça. Et c'est aussi comprendre ce que les gens attendent. Réparer, c'est ça. C'est réussir à l'empathie suffisante pour dire comment est-ce que, selon toi, je peux réparer. Et en plus, les enfants, vraiment, quand on laisse la parole là-dessus, ils sont surprenants. Pour finir, mesdames, parce que on a déjà dit beaucoup de choses, si vous pouviez, à tour de rôle, dire une phrase à l'enfant, à la petite fille que vous étiez, ce serait laquelle, vraiment? Vous avez la petite Brigitte ou la petite Daniela face à vous. Vous lui dites quoi? C'est compliqué cet exercice, hein? Ouais, mais c'est un excellent exercice. Alors déjà, je lui dirais que je suis très fière d'elle d'avoir été forte. Je la remercierais même d'avoir tenu le coup et puis d'avoir affronté ses bourreaux
quand même, parce qu'elle les a affrontés là où personne osait le faire. Personne n'a osé aller jusqu'au bout, porter son courage, et elle l'a fait. Donc vraiment, en vrai, tu peux tout faire, quoi. Tu déchires. Non, vraiment, j'ai été tellement forte, j'ai fait des choses. Alors évidemment, j'avais extrêmement peur, mais je l'ai fait, quoi, de les affronter. Le procès, je suis allée jusqu'au bout, j'ai tenu tête, et je me dis waouh, quoi. C'est en vrai, tu peux tout faire à partir de maintenant. Et les jours où tu doutes, passe-toi ça en boucle. Ouais. Et toi, Brigitte? T'as fait du bon boulot. Tu y as laissé des plumes parce que j'ai plus de famille, mais t'en as construit une qui est très solide. Parce que j'aime énormément mes filles, mon mari, et je suis tellement aimée en retour. Ouais. Merci beaucoup. C'est beau. Merci à Daniela Martins et Brigitte Auriol pour leurs mots, leur clarté et leur courage sur cet épisode qui était intense. Si cet épisode t'a remué, tu prends un temps pour respirer, écrire peut-être aussi ce que t'as ressenti, ça peut être intéressant, ou en parler à quelqu'un de confiance ou un ou une professionnelle de la santé mentale, ça peut être intéressant. En France, par téléphone, tu as le 119 et le 3919 qui sont là gratuitement et anonymement, et tu peux retrouver les ouvrages de mes invités. Une claque n'a jamais tué personne de Daniela Martins, un livre nécessaire pour bien comprendre ce que la violence laisse en nous, et puis aussi qu'en fait on n'est pas seul. Et après tout ce qu'on a fait pour toi de Brigitte Auriol, pour comprendre, reconnaître et réparer les loyautés invisibles. D'autres épisodes de Papatriarcat prolongent ces sujets sur la sécurité affective, la mémoire traumatique et la parentalité respectueuse. Merci pour ton écoute, prends soin de toi et à bientôt.